Pierre Verluise. Bonjour Christian Lechervy. Bonjour. Au sujet de l'Asie-Pacifique, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi? La première, c'est peut-être de dire que les États-Unis sont la puissance de l'Asie-Pacifique. Ce que nous avons constaté en écrivant ce livre et en revenant sur une trentaine d'années d'histoire, c'est qu'au fond, les pays de l'Asie-Pacifique se sont liés à l'ensemble du monde et se sont liés à eux-mêmes. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où tout le monde parle à tout le monde. Les 193 États des Nations Unies parlent entre eux. Et en Asie-Pacifique, cela s'est traduit par une organisation autour des pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, créée à la fin des années ou au milieu des années 60, et progressivement des mécanismes de coopération se sont créés entre Asiatiques. Les nations d'Asie du Sud-Est se sont élargies à de nouveaux acteurs, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Birmanie. Mais cette famille sud-est asiatique, elle s'est liée à l'Asie du Nord-Est, la Chine, la Corée, le Japon. Elle s'est aussi liée aux États du Pacifique, les États-Unis, le Canada, mais aussi, on l'oublie trop souvent, les pays d'Amérique latine qui ont une façade dans le Pacifique. Et donc, on assiste à un monde qui se globalise, où chaque État développe des relations avec sa région, avec sa périphérie et avec le vaste monde au monde. Il y a donc une forme de régionalisation dans la mondialisation. Oui, et en Asie, cette régionalisation, elle prend plusieurs formes. Elle prend une forme institutionnalisée, et au fond, l'ASEAN en est l'archétype. On voit se développer aussi des coopérations sur des formats plus étroits, y compris en Asie du Sud-Est. Par exemple, autour des pays du Mékong, autour de petits groupes de pays. C'est ce qui donne naissance au trilatéralisme entre la Corée, la Chine, le Japon. Ambassadeur Christian Lechervy, en Asie-Pacifique, comment se structure la compétition stratégique sino-américaine? Alors, c'est une compétition qui est d'abord, je dirais, dans les têtes. Il y a le sentiment que se crée une rivalité avec un débat sur la modernisation des outils de défense, et les capacités nucléaires, les capacités de projection. Et il est vrai que la Chine a développé de manière considérable ses capacités navales à agir à distance sur de longues durées, à franchir ce qui était considéré comme les premières chaînes insulaires, à pénétrer au fond dans le Pacifique le plus profond pour se projeter vers l'océan Indien, vers les pôles. La Chine a plus de porte-avions que la France. Oui, elle a plus de porte-avions, mais elle est confrontée quand même à un espace maritime qui est clos. D'un côté, par le détroit de Malacca, les mers de Chine, les détroits de Taïwan, ou entre Taïwan et le Japon. Donc l'accès aux mers et aux océans est compliqué pour les sous-marins, pour des groupes aéronavals. Donc la quantité de navires a son importance, mais la capacité à franchir ces obstacles naturels l'est peut-être plus encore, ce qui explique pour partie la militarisation de la mer de Chine du Sud que l'on observe depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Au-delà de la Chine, c'est l'ensemble de la région Asie-Pacifique qui conteste aujourd'hui les règles de la mondialisation telles que les pays occidentaux l'ont pensé. Comment cela prend-il forme? Bon, tout d'abord, les pays d'Asie ont coopéré entre eux avant la fin de l'ère coloniale. Cela s'est accentué au lendemain de la fin de la guerre froide, qui, n'oublions pas, en Asie a été une guerre chaude, particulièrement violente, dans les pays d'Indochine, au Laos, au Cambodge, au Vietnam. On fête dans quelques semaines le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre d'Indochine. N'oublions pas la guerre de Corée. Et donc il y a eu, dès la fin du 19e et plus encore avant la Seconde Guerre mondiale, une volonté de créer un espace asiatique homogène. Les Indiens, certains dirigeants d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Birmanie, ont poussé cela. Alors, on a parfois confondu cette volonté de créer un espace
asiatique, avec une volonté d'organiser les pays du Sud, ce qui était vrai, au fond, dans les années 50, autour de la conférence de Bandung, l'est aussi aujourd'hui avec les BRICS, le Global South. Et donc, l'Asie s'est toujours pensée par rapport au reste du monde. Et donc, sa désoccidentalisation n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Il s'agit de s'organiser par soi-même pour porter ses intérêts et évidemment se lier au reste du monde dans un rapport, je dirais, de groupe vis-à-vis des Amériques, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du monde du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ce qui est intéressant, c'est que cette volonté s'est traduite par une volonté de structurer les relations, notamment avec les Européens et avec l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne est un partenaire naturel de cet espace depuis une bonne cinquantaine d'années. Non seulement c'est un partenaire naturel, mais c'est aussi un partenaire qui a su créer des forums dédiés. Depuis la fin des années 90, s'est mis ainsi en place un dialogue Asie-Europe, avec des réunions de chefs d'État et de gouvernement, des réunions de ministres des Affaires étrangères, des réunions de hauts fonctionnaires, mais aussi avec les milieux d'affaires, les organisations de la société civile. Et donc la désoccidentalisation, elle passe aussi par, au fond, une rénovation des relations avec les Européens, une relation rénovée avec les Américains. La désoccidentalisation, c'est aussi une forme de bi-occidentalisation. Il y a une volonté de construire une relation forte avec l'Europe, une volonté de créer des relations fortes avec l'Amérique du Nord, l'un ne concordant pas forcément avec l'autre, les priorités géographiques pouvant évoluer. La montée en puissance des pays européens, au sens géographique, c'est souvent fait par la guerre. Est-ce que la montée en puissance des pays asiatiques peut éviter cet écueil ? Pour l'instant, elle a plutôt réussi sur ce point-là. Il y a eu des tensions aux frontières entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a des tensions sur des délimitations territoriales, terrestres et maritimes. Mais au fond, la guerre froide d'abord. Et ensuite, la volonté de créer cet espace d'une famille asiatique, puis d'une famille Asie-Pacifique, au travers notamment de la croissance économique, a plutôt réduit les contentieux. Les relations entre les dirigeants ont parfois été extrêmement tumultueuses. Les sociétés ont pu réclamer des territoires. Mais les conflits interétatiques en Asie se sont réduits au fil des années, même si en mer de Chine, le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les tensions ont pu demeurer vives au fil des décennies. Christian Lechervy, l'Asie du Sud-Est est-elle le pivot de l'ère Indo-Pacifique ? Oui, je crois, parce que d'abord, les pays d'Asie du Sud-Est sont à la fois avec des façades sur l'océan Indien. C'est vrai de la Birmanie, c'est vrai de la Thaïlande, c'est vrai de la Malaisie, c'est vrai peut-être plus encore de l'Indonésie, et avec des façades sur le Pacifique occidental. On évoque l'adhésion prochaine du Timor-Leste à l'ASEAN. C'est un pays qui est à la fois mélanésien et un pays d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie est également dans cette bi-océanité, mais aussi avec des identités. Le plus grand pays mélanésien aujourd'hui à travers le monde, c'est l'Indonésie. Donc l'Asie du Sud-Est, elle est vraiment à la jonction des deux océans. C'est le pivot de l'Indo-Pacifique parce que l'ASEAN est la seule institution interétatique qui a noué des relations avec sa périphérie, avec un dialogue avec le Moyen-Orient, l'Asie, le dialogue de coopération avec l'Asie, l'ACD, avec les pays des Amériques, l'APEC, depuis le fin des années 80. Donc, il y a une institutionnalisation de ces liens. Et au fond, on voit bien que l'Asie du Sud-Est crée la famille asiatique. Au-delà même de la civilisation portée par la Chine, portée aussi par l'Inde, cela a donné naissance à ce qu'on appelle l'ASEAN plus 3, c'est-à-dire les 10 pays des nations d'Asie du Sud-Est, plus la Corée, le Japon, la Chine populaire. Donc il y a des institutions qui se mettent en place et en même temps il y a des relations qui échappent un peu à notre manière très figée avec l'Union européenne de concevoir une organisation régionale. Donc il y a des choses qui nous échappent un peu. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'une supranationalité.
les différences historiques, les différences de régime politique, l'attention à la souveraineté et au consensus ne le facilite pas. Mais cela permet de définir un vivre ensemble, en particulier sur les sujets économiques, d'intégration économique, et c'est en cela qu'il y a une réussite depuis une trentaine d'années, mais aussi sur des sujets qui sont plus liés, au fond, aux biens publics mondiaux. La gestion du Covid a été relativement collective. La prise en compte des effets climatiques sont là. Ils ont des effets, des phénomènes sociaux. Par exemple, on voit bien que les cultures sur brûlis en Asie du Sud-Est continentale créent des pollutions qui sont dommageables à la santé, qui sont dommageables à l'investissement. Et donc, il faut traiter ces questions dans des formats A10, des formats parfois 10-X ou 10 plus X. Et donc, c'est cette modularité qui est la grande originalité de l'ASEAN, même si on souhaiterait peut-être plus d'approches communes, plus de capacité dans la gestion des crises comme celle de la Birmanie aujourd'hui, comme ça a été aussi d'autres crises majeures connues par la région. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Ambassadeur Christian Lechervy, en Asie Pacifique et en Indo-Pacifique, quel rôle peuvent jouer la France et l'Union européenne? Alors, ce qu'on essaye de rappeler dans le livre, c'est que la France, l'Union européenne ont su maintenir au fil des décennies une relation et la structurer avec la région Indo-Pacifique. Alors, la France est évidemment dans une situation singulière. C'est un État qui est territorialisé dans l'océan Indien. C'est un État qui est territorialisé dans le Pacifique. Et au fond, cette présence dans l'océan Indien et dans le Pacifique lui donne une certaine forme d'identité asiatique, presque par capillarité et par relation de ses propres territoires. Avec ses outre-mer, qu'il faut peut-être mentionner. Oui, si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, les liaisons aériennes se développent, à l'heure où nous parlons, avec la Thaïlande, avec Singapour. La Polynésie française développe ses relations avec les États-Unis, le Canada. Il y a, même pour des territoires comme les îles de Wallis et Futuna, une intégration régionale. Et je crois que c'est ça qui est important à prendre en compte et qui a été pris en compte très tôt par la France. Il faut considérer tous les États et les territoires. Ils ont des capacités de coopération. Dans le domaine des télécoms, Wallis et Futuna est relié par un câble sous-marin qui lui permet d'accéder à un Internet à un prix beaucoup plus modeste que ce qu'étaient autrefois les liaisons satellites. Or, le lien avec les Samoa, c'est aussi un lien culturel. On pratique des rites coutumiers communs. Et donc, ce qui est intéressant et ce qu'on essaye de démontrer dans le livre, c'est qu'il y a, par capillarité, le développement de ces relations pour la France et par entraînement de l'Union européenne. Mais ce qui est peut-être plus ambitieux, c'est d'une volonté de créer une relation avec une plateforme continue. Et il y a, en 2022, une décision qui est prise à Paris, qui est d'organiser un forum ministériel pour l'Indo-Pacifique et de prendre en compte l'ensemble des États, je dirais, au-delà du groupe G2 que constituent dans les faits ou dans leur volonté la Chine et les États-Unis. Et donc il y a une volonté de coopérer, échanger, parfois en l'absence de ces deux acteurs qui peuvent être aussi, par leur rivalité, des perturbateurs. Et donc la France a su créer un forum européen avec les pays de l'Indo-Pacifique, en donnant la place aussi bien aux pays émergents qu'aux petits territoires insulaires, ce qui a conduit, par exemple, le président de la République, Emmanuel Macron, à faire un déplacement le conduisant tour à tour en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka, et développer par là même une dimension maritime, une dimension insulaire à notre diplomatie. Mais cette diplomatie, elle n'est pas seulement militaire, elle est aussi tournée vers le développement et l'intégration économique, et aussi pour une gestion raisonnée de notre planète. Cependant, vous écrivez
Notre influence est malmenée par l'absence de vision réellement stratégique, de volonté géopolitique et de moyens. Oui, l'Asie-Pacifique, c'est loin, a fortiori si on prend en compte le monde du Pacifique, ça prend du temps, Ça coûte cher. ça coûte cher. Le déploiement en cours du groupe aéronaval dans la région mobilise des moyens tout à fait conséquents. Mais je crois que du côté français, il y a à la fois un narratif, des moyens et une capacité d'action. Et il y a une volonté de notre côté d'entraîner nos partenaires européens à venir dans cette région centrale, j'allais dire, qui est pour partie l'avenir du monde. Et c'est en cela qu'il nous faut mobiliser non seulement nos partenaires, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, des pays baltes, qui pensent progressivement à cette région et en faire un élément de synergie de la politique européenne. Et je crois que cela a réussi en créant une stratégie de l'Union européenne qui met en forme des stratégies avec parfois un langage administratif pas toujours lisible du grand public pour la relation de l'Union européenne avec l'Inde, de l'Union européenne avec la Chine, de l'Union européenne avec l'Asie du Sud-Est, de l'Union européenne avec la Corée, de l'Union européenne avec le Japon. Donc il y a une mise en cohérence de cette politique. Et je note que, en dépit des défis majeurs dans lesquels nous sommes engagés dans la guerre d'Ukraine, dans la situation troublée du Proche-Orient, d'une Afrique sahélienne en ébullition, on maintient un engagement régulier, des moyens d'action, de développement dans cette région Indo-Pacifique et Asie-Pacifique. Alors justement, quel est l'effet indirect, ou quels sont les effets indirects de la guerre russe en Ukraine sur la prise en compte par l'UE? Ça avance quand même. Oui, d'abord parce que les acteurs asiatiques sont devenus des éléments du conflit lui-même. La Corée du Nord fournit des armements. Dans les pièces d'artillerie, on évoque 60% des obus qui sont actuellement tirés. C'est tout à fait conséquent. Il y a des soldats. Qui se battent, je dirais, avec des soldats ukrainiens sur le sol russe, en échange probablement de coopération de la Russie au profit des programmes militaires nord-coréens, pouvant avoir un effet sur la stabilité de l'Asie du Nord-Est et peut-être même au-delà. Les capacités nord-coréennes vont aujourd'hui bien au-delà de la zone démilitarisée, même du Japon, avec des capacités d'action sous-marines ou balistiques dans le Pacifique insulaire. Donc, la Corée du Nord et les acteurs de ce conflit sont venus en Europe. La Chine a participé aussi par ses soutiens dans des domaines technologiques à l'effort de guerre conduit par la Russie. Donc, il y a cette intégration. Deuxième élément, les pays d'Asie-Pacifique votent aux Nations Unies, à l'Assemblée générale. Et donc, le moindre vote doit être pris en compte. On l'a encore vu dans les résolutions qui ont été discutées ces dernières heures, avec des États d'Asie, du Pacifique, qui ont été mobilisés, ont suivi notre interprétation, qui ont une interprétation commune. C'est un élément du dialogue politique avec les États de la région. Dernier élément, la Russie est à la fois un pays de l'espace européen et un pays de l'espace de l'Asie-Pacifique. Ses forces continuent à être actives, ses exportations d'armement dynamiques dans la région. Donc il nous faut prendre la bicéphalité de la Russie également de ce point de vue. Christian Lechervy, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans vous interroger sur les possibles effets des débuts du deuxième mandat de Donald Trump en Asie-Pacifique, voire en Indo-Pacifique. Comment est-ce qu'il est perçu? Alors, les dirigeants, tout d'abord, ont été extrêmement prudents pendant la campagne électorale et, dès l'élection, ont pris la tâche du président Trump. Des chefs d'État et de gouvernement ont eu des conversations téléphoniques dès le lendemain du vote.
Ça a été le cas du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, ça a été le cas de la première ministre thaïlandaise. Le premier ministre japonais a fait un déplacement très rapidement à la Maison Blanche. Donc il y a une dynamique de relations qui s'est créée. Ensuite, la politique américaine, nous allons pouvoir la juger, je dirais, ne serait-ce que par les grands rendez-vous internationaux. Et en 2025, il y a plusieurs rendez-vous. Seront-ils honorés ou non par le président Trump lui-même? Mais en tout cas, les plus hauts dirigeants américains y seront présents. Il y a une volonté d'abord de donner de la consistance à l'échelle d'un sommet au groupe de Quad, qui lie l'Australie, les États-Unis, le Japon à l'Inde. Un sommet est attendu prochainement en Inde sur ce sujet-là. Il y a les sommets annuels de l'ASEAN qui donnent lieu à un dialogue ASEAN-États-Unis. Le président Trump, au cours de sa première administration, a participé à l'un d'entre eux, à un seul d'entre eux, ce qui n'avait pas forcément été bien vécu dans les pays de la région. Il y a un sommet de l'APEC qui est programmé en Corée du Sud, et l'administration Biden avait fixé le principe d'un sommet avec les États insulaires du Pacifique. Donc on voit bien que chacun des sous-groupes est susceptible, au-delà des grandes réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, des réunions du G20, des réunions du G7, de pouvoir esquisser ce que sera la politique américaine. Mais d'ores et déjà, la politique américaine a des effets, des inquiétudes sur les relations économiques et commerciales. Il n'y a pas de proposition aujourd'hui venant du président Trump, en tout cas énoncée pendant la campagne, sur un grand ordonnancement macroéconomique. Les projets d'accords de libre-échange globaux avec l'Asie-Pacifique, on ne sait pas très bien si l'administration Trump donnera ou non suite à celui qui a été proposé par l'administration Biden. On sait qu'il y a une réticence sur ces schémas. Beaucoup de pays, notamment émergents, ont des échanges qui leur sont favorables. Dans quelle mesure les politiques douanières américaines, America First, vont remettre cela en cause? C'est tout à fait critique pour les pays, je dirais, les plus jeunes dans l'émergence politique. Il y a des effets aussi d'ores et déjà sur les politiques migratoires. Quand je dis politique migratoire, ce n'est pas seulement la prise en compte, le départ des États-Unis de gens qui sont en situation irrégulière. L'accès aux bourses universitaires, par exemple, au programme de réinstallation aux États-Unis de réfugiés, tout cela est arrêté. Dernier élément, il faudra juger, au-delà des 90 jours énoncés par la Maison-Blanche, de l'arrêt, la réorganisation de l'aide publique au développement américaine. Dans beaucoup de pays d'Asie, cette aide est tout à fait cruciale, non seulement aux populations les plus vulnérables, mais aussi à l'influence américaine. Et les États-Unis vont devoir compter avec des opinions publiques qui considèrent que le centre de l'Asie-Pacifique, c'est la Chine, c'est le premier partenaire économique, c'est parfois considéré comme le premier partenaire politique. Et les opinions auront leur rôle à jouer dans ce réordonnement. Christian Lecharvy, pour aller plus loin, nous pouvons d'abord conseiller chaleureusement la lecture de votre ouvrage, co-signé avec Sophie Boisseau-Durocher, L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, aux éditions Odile Jacob. Avez-vous d'autres ressources à nous conseiller ? Oui, et ça prouve d'ailleurs qu'il y a un intérêt pour l'ensemble de la région. Si on prend par exemple deux études qui sont des essais et des études universitaires accessibles, je dirais, au plus grand nombre. Delphine Alès et Christophe Jaffrelot ont publié l'année dernière aux presses de Sciences Po un livre qui s'appelle l'Indo-Pacifique. C'est un livre qui a été coordonné avec plusieurs acteurs qui montre que l'on peut aborder la région sous différents angles. De la même manière, Valérie Niquet et Marianne Pérondoise ont signé chez Talandier un Indo-Pacifique, nouveau centre du monde, qui montre qu'on a une vision commune aujourd'hui de cette région. Merci Christian Lecharvy. Un grand merci également à notre réalisateur, Alexandre Lambert. Planisphère recevait l'ambassadeur Christian Lecharvy, co-auteur de l'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, édition Odile Jacob, un ouvrage remarquablement documenté. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.